bonjour à tous. Donc, comme chaque année, l'idée c'est de vous faire un petit panorama en 30 minutes de ce que vous trouverez dans le document du baromètre prospectif cette année. La méthodologie ne change pas, donc on est toujours dans cette logique où on travaille d'abord sur les facteurs d'environnement, on essaie ensuite d'identifier l'impact sur des métiers ou des groupes de métiers, et on s'interroge ensuite sur quelles conséquences à terme sur différents aspects des politiques ressources humaines. Cette année, au menu, nous vous proposons trois points. Au titre des facteurs environnementaux, nous ferons un zoom 2019-2024, les années intelligence artificielle, nous allons y revenir. Puis, dans la catégorie chaîne d'activité métier, nous ferons un focus sur la gestion des contrats au temps du digital, avant de s'interroger dans le cadre des pistes de réflexion RH sur déconstruire, reconstruire les référentiels et nomenclatures au temps de la transformation digitale. Alors d'abord, au titre des facteurs environnementaux, nous sommes depuis plusieurs années bombardés, c'est peu de le dire, par les innovations technologiques qui ne cessent de se presser dans notre actualité. Et nous ressentions le besoin d'avoir un outil qui nous permette d'un peu discerner dans cette avalanche ce qui est à effet immédiat, ce qui serait à effet plus moyen et long terme. Et nous croyons avoir trouvé ce petit outil qu'on va vous présenter. C'est pas très long et pas très compliqué, avec dans l'idée peut-être, s'il vous donne satisfaction, de l'utiliser comme un outil régulier dans nos publications. Cet outil, il est connu par les spécialistes, ça s'appelle le cycle de Hype, c'est un cabinet d'études technologiques américain qui le propose, ça s'appelle le Gartner Group. Et son objet, c'est tout simplement de présenter, de s'appuyer sur la courbe de vie d'une nouvelle technologie pour essayer de situer où en sont les technologies et comment elles vont transformer nos environnements à plus ou moins long terme. Alors cette courbe, elle est très simple. Et elle comprend cinq grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de l'arrivée sur le marché d'une nouvelle technologie. À ce stade-là, ce n'est pas encore un produit utilisable, c'est un prototype ou une technologie prometteuse. Vient ensuite l'étape 2, c'est le temps des attentes fortes. C'est là où on observe un emballement médiatique. On a des tas d'articles dans la presse, des colloques sur ces sujets-là. Très souvent également, c'est le temps des startups qui décollent avec ces technologies et qui font la une de la presse. Puis après ces grands emballements, vient le temps de la déception. Ces produits disponibles ne parviennent pas à répondre aux espoirs exagérés qui avaient été formulés. En conséquence, les médias vouent aux gémonies ce qu'ils avaient adoré hier. Et puis ça peut s'accompagner de temps en temps de quelques startups qui disparaissent de la place. Donc il y a ce ressac qui est le point 3. Point 4, c'est la période d'adoption. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie, elle n'a pas disparu pour autant. Sauf que d'aucuns ont appris de ces échecs, sont en train de la transformer, travaillent sur ses usages, et elle continue à cheminer il y a des mises au point qui sont faites sur ces technologies, mais naturellement, dans ce stade-là, on en parle beaucoup moins dans la presse, dans les médias, et pour autant, la technologie n'a pas disparu des laboratoires, des tests, des expériences. Et puis arrive le temps 5, que le Gartner appelle le rythme de productivité. Dans cette dernière phase, la technologie est rodée, elle permet le développement de produits de troisième génération. L'étendue des applications est variable, suivant que la technologie est largement applicable ou ne sert comme marché de niche. Et là, on est en rythme de croisière. Voilà l'outil. À partir de une grille d'analyse toute simple, à partir duquel ce cabinet propose de positionner les technologies. Alors chaque année, il publie un état des lieux, et donc nous avons une photographie des technologies qui sont dans le pipeline en 2018.
Alors, il y a une première série de technologies, vous voyez ce petit triangle jaune, ça indique des technologies qui vont atteindre leur stade de croisière dans plus de 10 ans. Alors, on reconnaît, alors c'est en anglais, mais on reconnaît des technologies dont on a parlé ici, par exemple la voiture autonome de niveau 5, la voiture autonome de niveau 4, l'impression 4D, etc., etc. Ensuite, vous avez des technologies qui vont atteindre leur stade de maturité entre 5 et 10 ans. Elles sont beaucoup plus nombreuses. Et puis, il y a celles qui nous intéressent plus particulièrement dans le cadre de ce baromètre prospectif, parce que l'horizon du baromètre prospectif, c'est plutôt un horizon 5 ans. Et ce sont donc quatre technologies qui vont plus particulièrement nous intéresser. Et si on regarde ces 4 technologies, sans rentrer dans le détail de celles-ci, 3 de ces 4 technologies, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Et pour les chercheurs du Gartner Group, la première conclusion de son étude, c'est le titre qu'il utilise, c'est la démocratisation de l'intelligence artificielle, et ça sera le grand sujet des 5 prochaines années. Et cette imminence, ce n'est pas un hasard si, lié à cette imminence, montent les thèmes de l'éthique et des algorithmes qui fera l'objet de notre table ronde de tout à l'heure. Alors, deuxième focus de ce baromètre, au-delà de ce sujet, sur chaîne d'activité et métier, nous avons concentré l'analyse sur la gestion des contrats au temps du digital. Alors, quand on dit gestion des contrats, il faut préciser rapidement de quoi on parle. Au sens de la nomenclature, ça désigne une catégorie qui est extrêmement large, puisque ça rassemble les métiers dont la finalité est de prendre en charge le traitement, la gestion et le contrôle des contrats ou de prestations d'assurance lors de leur souscription, de leur établissement, de leur suivi ou de la mise en œuvre de leur garantie. Autant dire que le champ est extrêmement vaste. Dans la nomenclature de 2012, ce vaste champ avait été structuré en différentes sous-familles. La première de ces sous-familles fera l'objet de la table ronde de tout à l'heure. C'est une sous-famille qui s'intitule « Souscription des risques non standards ». Un deuxième groupe de sous-familles, c'est tout ce qui relève de la gestion de l'indemnisation et des prestations. Donc, sur cet ensemble-là, en bleu, nous ferons un focus au mois de décembre sur cet ensemble stratégique, naturellement, qui est l'indemnisation dans les métiers de l'assurance. Il y a enfin une autre sous-famille particulière qui est le contrôle et la surveillance du portefeuille. Et puis le dernier ensemble sur lequel on va concentrer et limiter l'analyse dans notre propos qui suit, c'est la famille gestion des contrats. Donc par la suite, on entendra gestion des contrats à un sens relativement strict, c'est-à-dire hors souscription du non-standard, hors indemnisation et hors contrôle et surveillance du portefeuille. Alors, les concepteurs de nomenclature en 2012 avaient structuré cet ensemble gestion du contrat en rouge en deux grands ensembles. Il y a un ensemble gestion des contrats et que gestion des contrats, et puis un autre ensemble qu'ils avaient appelé gestion des contrats et indemnisation, donc une activité polyvalente qui se partageait un peu entre les deux activités. Voilà. Et puis à l'intérieur de ces deux ensembles, ils avaient subdivisé ça entre des gens qui travaillaient sur des plateformes et des gens qui travaillaient hors plateforme. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'actualité de cette typologie. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. À tout le moins, c'est sur ce périmètre rouge que nous nous concentrons dans ce qui suit. Alors, si on regarde l'évolution de l'effectif de cet ensemble, il baisse de 3% sur la période 2012-2017, avec des évolutions cependant qui sont extrêmement contrastées en fonction des sociétés d'assurance. Ce que l'on observe, c'est un recul, voire un fort recul de l'effectif de ce périmètre sur les entreprises avec intermédiaires, puisque là, on est avec une baisse de 17% de l'effectif sur la période, une forte croissance des banques assureurs dont l'effectif augmente de 36%, et une stabilité
presque parfaite des entreprises sans intermédiaire. Voilà le panorama en termes de dynamique de ces métiers en fonction des sociétés d'assurance. Alors, cette vision, si on adopte maintenant non plus une vision effective, mais une vision recrutement, elle est en cohérence naturellement avec ce qui précède. L'effectif, le recrutement des banques assureurs est multiplié par 2. Celui des sociétés sans intermédiaire augmente de 50%. Celui des entreprises avec intermédiaire baisse de 6%. Et si on regarde le total, la ligne rouge en haut, on a une augmentation de 35% du recrutement, et observez ce point avec une augmentation du taux des nouveaux entrants qui est particulièrement forte, puisque les moins d'un an représentaient 8,7% des effectifs en 2012 et 12,1% en 2017, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit comment peut-il y avoir un tel renouvellement d'effectifs avec une population qui baisse. Alors c'est intéressant de regarder un peu la structure de ces embauches pour éclairer ce point. Et ce qui frappe dans cette famille de métiers, c'est la part, dans le recrutement, c'est la part extrêmement importante du CDD, puisqu'il représente 65% des recrutements, contre 50% sur l'ensemble de la branche. Alors parfois, l'importance du recrutement du CDD s'explique parce que le CDD, par la composante alternance des CDD. Or là, la composante alternance n'est pas particulièrement forte, donc il y a beaucoup de CDD non alternants qui sont recrutés dans cette famille de métiers. Pour autant, ceci est une vision de flux, pour reprendre le terme de Norbert tout à l'heure. Si on regarde maintenant le poids des CDD dans l'effectif global, il est de 89, le poids des CDI, pardon, dans l'effectif global, il est de 89,8% dans cette famille, c'est-à-dire, mais quand même, près de 4 points de moins qu'au niveau de la moyenne de branche. Voilà un peu la photographie de cette famille de métiers. Et ceci n'est pas neutre, parce qu'on a fait une petite simulation. On peut estimer que la moitié de la progression du taux des nouveaux entrants entre 2012 et 2017, les chiffres du haut, sont générés par l'importance des CDD dans les effectifs. C'est-à-dire que naturellement, quand structurellement dans les effectifs, le poids des CDD augmente, pour renouveler l'effectif, vous avez besoin d'embaucher plus fréquemment du monde. Et la petite contradiction apparente qu'on avait au départ, elle s'explique par cet effet-là. Alors, l'autre caractéristique de la gestion des contrats, c'est que, alors que historiquement, la gestion des contrats, quand on dit historiquement, il faut remonter à quelques décennies. La gestion des contrats, c'était une activité, c'était un métier, et les gens qui faisaient ce métier ne faisaient que ce métier-là et s'y consacraient entièrement. L'autre trait marquant de l'évolution de cette famille de métiers, c'est que la gestion des contrats, de plus en plus, se combine et se marie avec d'autres activités. Si on regarde, il y a 35% dans les effectifs de la nomenclature, il y a 35% des effectifs qui interviennent dans la gestion de contrats qui ne font que de la gestion des contrats. Il y a 24% qui associent gestion des contrats et indemnisation. Il y a 40% des personnes qui font de la gestion, mais qui ne font pas de la gestion à titre principal, mais complémentaire en appui de la vente, d'où leur attachement à la nomenclature, à la catégorie vente et gestion. Et ça n'épuise pas les gens dans l'assurance qui font de la gestion des contrats, puisque à cela, il faut rajouter tous les commerciaux qui, de plus en plus, notamment dans le cadre des nouveaux processus numérisés de vente, se retrouvent à faire, sans que ça soit nommé ainsi, des actes de gestion, mais des actes de gestion qui deviennent invisibles et incorporés au processus. Et puis, enfin, dernier point, les tâches de gestion, elles sont aussi incorporées de plus en plus et reprises par le client, déportées sur le client dans le cadre des transactions Internet, dans le cadre du self-care. Donc voilà un métier historique de l'assurance qui, peu à peu, se distribue, se combine et parfois se dilue dans d'autres activités. Tantôt demeure une activité principale, mais tantôt devient périphérique, voire se fond ou devient invisible parce qu'il a été repris par d'autres familles de métiers. Alors pour autant, lorsque la gestion des contrats demeure une activité autonome, ce qu'on peut dire d'elle, c'est que la gestion des contrats est morte, mais vive la gestion des contrats. Alors, la gestion des contrats est morte parce que d'une certaine façon,
La gestion des contrats telle qu'elle existait dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans la vision traitement, tâches administratives, environnement back-office, cette gestion, si on entend gestion des contrats par cela, c'est fini. Mais dans le même temps, et les professionnels de la gestion des contrats qu'on a réunis en atelier nous l'ont dit à leur façon, c'est vive la gestion des contrats, parce que cette gestion des contrats et ces gestionnaires de contrats, elle se redéfinit aujourd'hui, elle se reconstruit comme une relation de service, à peu près dans tous les champs d'activité, mais encore davantage dans le champ de la gestion des contrats d'entreprise, et puis dans le domaine individuel, dans le domaine de l'assurance vie. Alors, dans le domaine on voit émerger à la place de la gestion administrative de nouvelles activités. Alors, en assurance, hier des entreprises, on voit des activités de régulation et de surveillance qui occupent une part de plus en plus importante dans l'activité des collaborateurs, dans le champ du suivi de l'analyse des données, dans le champ de l'assistance et du support aux clients, du contrôle des délégations et des délégataires, dans la mise en place et le suivi des contrats complexes, on pense notamment à l'international. Dans le domaine de l'assurance collective, on demande aux gestionnaires de contrats une posture de plus en plus proactive. Les gestionnaires sont incités à se relier aux équipes de gestion, notamment de gestion RH, des entreprises clientes. Dans ce contexte-là, la qualité s'entend désormais comme un ajustement réactif à leurs demandes. Le gestionnaire de contrat doit être attentif à la manière dont le contrat d'assurance collective de prévoyance se met en place de la manière la plus fluide pour les équipes RH de l'entreprise cliente et naturellement, in fine, pour les salariés de ces entreprises. En assurance vie individuelle, on voit l'impact de l'intégration du réglementaire dans l'activité, des obligations telles que la DDA et puis bien avant la lutte anti-blanchiment, renforce les activités d'analyse et de contrôle. Donc on s'éloigne, je dirais, d'actes administratifs, je dirais, à valeur ajoutée moyenne. Et de plus en plus, il y a nécessité pour le gestionnaire d'associer une maîtrise du détail avec une vision globale de son contrat dans un environnement large qui est celui à la fois du client final, mais également de l'intermédiaire, courtier, partenaire, agent avec lequel il travaille. Voilà. Donc, pour résumer un peu cette famille de gestion des contrats, je dirais une invitation à reconsidérer, à garder l'étiquette, parce qu'il y a à garder le titre gestion des contrats, parce que visiblement, c'est un marqueur de notre profession, les gens s'y ont attachés, mais en prêtant à ce terme-là un sens très différent que celui qu'il a pu avoir pendant des années. Troisième point, enfin, et rapidement, déconstruire, reconstruire référentiel et nomenclature, c'est quelques points, il y a quelques pistes de réflexion RH qui sont tirées toujours de nos travaux de l'an dernier sur l'impact du digital sur les métiers de l'assurance. Ce que l'on observe, et quelque part l'exemple de la gestion des contrats que nous avons évoqué en est une illustration, mais on la retrouve dans toutes les autres familles de métiers, c'est que nos nomenclatures, en tout cas celle de l'Observatoire, et probablement un certain nombre de référentiels RH d'entreprise, reflètent souvent l'ancienne organisation en silo de nos structures. Si on prend l'exemple de la nomenclature de l'assurance, les 15 familles de métiers, elle a été réactualisée en 2012, mais les 15 familles de métiers, le découpage fondamental date de 1996. Alors en 2012, on a ça c'est les murs porteurs. En 2012, on a refait les agencements intérieurs. Donc on a mis des plaques-au-plâtre, on a mis, j'exagère un peu, mais enfin on a mis 59 sous-familles en respectant ces murs porteurs, et puis on a naturellement actualisé la description. Mais au point où on en est, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on maintient ces grandes structures? Ça n'a rien d'évident. Et le sentiment que l'on a aujourd'hui, c'est que ce design très structuré, il rentre un peu en contradiction avec une hybridation des activités qui ignorent les frontières. Voilà. On a une multiplication de cas où il y a probablement trop de cases. Et puis, il y a des métiers, on peut discuter très longtemps de savoir dans quelles cases on les met. Et donc, ça doit inciter à une réflexion sur peut-être, au temps du digital, est-ce qu'on peut... cartographier les emplois avec les mêmes types de cartes que ceux que l'on utilisait
et avec les mêmes catégories conceptuelles, voire mentales, que celles qu'on utilisait par le passé. Et donc une réflexion à poursuivre. Est-ce qu'on va vers la fin des nomenclatures et référentiels, ou alors leur réécriture en continu à partir de nouveaux concepts et dans des cadres moins rigides? On pose la question, la réponse ne va pas de soi. Voilà, c'était un petit extrait, un petit résumé de quelques idées que vous trouverez dans le baromètre de cette année. Voilà, merci de votre attention. Merci Michel.